L'océan, un monde en apesanteur. De tout temps, l'homme a rêvé de pouvoir flotter dans l'immensité des flots bleus, tel un poisson. Dangereux et intrigant, l'univers marin abrite de fascinantes créatures qui ne nous ont pas livré tous leurs secrets. Un monde de beauté et de diversité, où la vie se déploie sous une infinie variété de formes et de couleurs. Une équipe exceptionnelle part en expédition à travers les mers du globe. L'apnéiste Frédéric Boyle, William Winram, Pierre Frolla et le cinéaste sous-marin Christian Pétron nous emmènent à la découverte des fonds marins. Comme aucune autre équipe avant eux, ils iront au plus près des animaux pour nous livrer des images inédites. Leur équipement, une paire de palmes et un masque. Ils n'auront avec eux ni bouteille de plongée, ni cage de sécurité. Pour mieux approcher la faune sous-marine, ils devront se faire discrets. Bienvenue dans ce voyage aux quatre coins de la planète. Il nous conduira au large des côtes mexicaines où le grand requin blanc règne en maître. L'expédition nous mènera également sur les plages encore intactes en Polynésie française, au cœur de l'océan Pacifique, où une myriade d'îlots se perdent dans l'immensité du Grand Bleu. Le coup d'envoi de l'expédition est donné en mer Méditerranée. L'équipe a choisi de se rendre sur l'épave d'un ancien cargo et dans une mystérieuse grotte sous-marine. Libres de leurs mouvements, les apnéistes ont accès à chaque recoin des fonds marins. D'après moi, la plongée en apnée est le meilleur moyen d'explorer le monde sous-marin. Quand on nage en apnée, on n'a pas d'équipement encombrant, pas de bouteille de plongée. On ne génère pas de bulles et on ne fait aucun bruit. Du coup, on peut suivre et observer les poissons à loisir et voir des choses qu'on ne verrait jamais avec d'autres techniques de plongée. C'est l'énorme avantage de la plongée en apnée. Cette sensation d'apesanteur dans l'eau, l'homme en rêvait depuis longtemps. L'évolution des techniques de plongée lui ont permis de s'enfoncer plus profondément et plus longtemps dans l'eau, mais avec son équipement encombrant, il a toujours fait figure d'intrus dans les fonds marins. Mais après tout, pourquoi ne se passerait-il pas d'instruments ? S'il faisait appel à ses seules ressources physiques, jusqu'où serait-il capable d'aller ? Le monde des profondeurs, un univers fascinant qui n'en finit pas de nous surprendre.
La Terre est une planète bleue recouverte d'eau à 71%. Partout autour du globe, ses habitants vivent au rythme du flux et du reflux des mers. La Méditerranée. Depuis des millénaires, elle livre ses richesses aux hommes. Sa biodiversité n'est restée intacte qu'en de rares endroits. Pour la préserver, des réserves naturelles ont été aménagées. Parmi elles, l'île de Porquerolles. Sous la surface de l'eau, on y découvre de fascinants paysages. Des escarpements rocheux et des vallons inondés de lumière couverts d'herbes marines. Apnéiste et photographe sous-marin, Frédéric Boyle vit et travaille ici. Il évolue dans l'eau sans bouteille de plongée et observe la faune environnante en silence. Ce plongeur d'exception est capable de rester plus de 5 minutes en apnée. La Méditerranée abrite d'étonnants vestiges. De mystérieuses et inquiétantes légendes entourent les épaves des navires. Voici l'épave du Donator. En novembre 1945, l'ancien cargo avait sombré après avoir heurté une mine. L'immense carcasse gît aujourd'hui entre les îles de Porquerolles et de Porquerolles. Les courants marins qui circulent entre les deux îles sont foisonnants de vie. Le Donator gît à 50 mètres de profondeur. L'endurance du plongeur est mise à rude épreuve. Rien que pour descendre et remonter, il doit parcourir une distance minimum de 100 mètres. L'épave grouille de vie. Ici, la nature a repris ses droits depuis longtemps. D'une carcasse de navire, elle a fait naître un nouveau paradis naturel. Un univers de fabuleuses couleurs se dévoile sous la lumière des projecteurs. Une fois sur place, l'apnéiste doit s'économiser pour ne pas risquer de perdre connaissance en remontant. Telle une oasis, ce récif artificiel offre aux poissons protection et nourriture. Sous l'eau règne un silence quasi absolu. Mais l'épave attire de nombreux plongeurs. Le navire disparaît derrière les bulles d'air qui brouillent considérablement la visibilité. Les poissons battent en retraite. Avec la modernisation des techniques de plongée,
un nombre croissant de plongeurs s'aventurent aujourd'hui en moins de temps dans des eaux de plus en plus profondes. Mais ce n'est pas sans risque. À 50 mètres de profondeur, le moindre incident peut coûter la vie. Le milieu marin n'échappe pas au tourisme de masse. Frédéric Beul préfère passer son chemin. Ce plongeur hors pair a déjà relevé de nombreux défis. Mais aujourd'hui, l'apnéiste va tenter de pénétrer dans une grotte sous-marine située le long des côtes et dont l'écosystème est extrêmement fragile. Jusque-là, cette grotte n'avait jamais pu être observée par les scientifiques. L'exploration de celle-ci avec une bouteille de plongée risquerait de perturber l'équilibre du milieu naturel. Un apnéiste est donc le candidat idéal pour ce type d'exploration. Là où ils vont, les plongeurs n'ont pas droit à l'erreur. L'entrée de la grotte se trouve à tout juste 20 mètres de profondeur. Une fois dans la grotte, les plongeurs n'auront pas la possibilité de remonter directement à la surface. Pour cette descente exceptionnelle, Frédéric Beul est accompagné et filmé par son ami William Windram, autre figure mondiale de la plongée en apnée. Expérience et maîtrise de soi sont les conditions indispensables pour réaliser cette plongée hors norme. Contre toute attente, la vie a su s'immiscer jusque dans cette grotte froide et obscure. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert une variété particulière d'éponges présentes dans les grottes sous-marines. Pour se défendre, celles-ci sécrètent des substances toxiques qui, selon les chercheurs, pourraient être utilisées dans le traitement des maladies cancéreuses et du sida. Une réaction de stress ici pourrait être fatale. En pleine mer, les apnéistes les plus chevronnés sont capables de s'enfoncer à plus de 200 mètres de profondeur et de rester plus de 7 minutes sous l'eau. Une technique de nage parfaite et un mental d'acier permettent aux plongeurs de réduire leur consommation d'énergie et de contrôler leurs réflexes respiratoires. Mais pour cela, des années d'entraînement sont nécessaires. Mission accomplie. Après plus de 5 minutes passées dans les profondeurs, les apnéistes regagnent le bateau en parfaite condition physique. Notre
Notre voyage se poursuit de l'autre côté du globe, à 16 000 km de là. Née d'un volcan, Moorea fait partie des îles de la Société, l'un des 5 archipels de Polynésie française. Elle appartient au groupe des îles du Vent. Avec sa grande sœur Tahiti, elle se situe au cœur d'une réserve naturelle créée en 2002 pour la protection et la sauvegarde des cétacés de Polynésie française. Avec sa végétation dense et verdoyante et ses hauts reliefs volcaniques, Moorea offre un tableau de toute beauté. Les lagons aux eaux turquoises et translucides sont protégés par un récif barrière qui forme une ceinture autour de l'île. Frédéric a rendez-vous avec Michael Poole. Spécialiste des cétacés, le scientifique américain dirige un programme de recherche sur les mammifères marins. Il a entendu parler de ce photographe sous-marin pas comme les autres et aimerait travailler avec lui. Michael Poole a considérablement œuvré pour la création de la réserve naturelle dédiée aux mammifères marins. Il observe et identifie les animaux en les photographiant à la surface de l'eau. À quelques mètres de là à peine, une baleine à bosse a fait son apparition. Chacune d'elles se différencie des autres par sa nageoire caudale de forme et de couleur distinctes sur la partie inférieure. Les majestueux cétacés offrent à chaque fois un spectacle époustouflant. Si les baleines effectuent des sauts spectaculaires et font claquer leurs nageoires à la surface de l'eau, c'est selon les chercheurs pour se débarrasser de leurs parasites cutanés. Les scientifiques recueillent les fragments de peau des cétacés pour identifier leur ADN. De cette façon, ils parviennent à établir progressivement une fiche signalétique détaillée de chaque animal. Une baleine et ses petits apparaissent à la surface. Ils font visiblement une halte. Frédéric se prépare à plonger. Il part seul pour une première plongée de reconnaissance. La chance sourit au plongeur. Le baleineau nage paisiblement à la surface tandis que sa mère se repose dans les profondeurs.
La mère, qui s'est immobilisée en station verticale, garde un œil attentif sur son petit, espiègle et curieux. Le plongeur saisit sa chance et part à sa rencontre. Une danse d'une grâce infinie s'engage entre l'homme et l'animal. Le temps des adieux est venu. La mère décide de reprendre la route avec son petit. Ces prises de vue sous-marines auraient été impossibles depuis un bateau. Frédéric présente ses clichés à Michael Poole. Que penses-tu de celle-ci? Celle-ci est très réussie, Fred. C'est une magnifique photo. On voit très bien les dessins de sa gorge. Regarde les sillons ici. Tu peux revenir un peu en arrière? Là, regarde. Les sillons peuvent se dilater lorsqu'elle absorbe de l'eau et de la nourriture. C'est une très belle photo. Les photographies du plongeur sont d'une qualité exceptionnelle. On peut identifier les baleines grâce à leur nageoire caudale et à leur nageoire dorsale, mais aussi grâce aux sillons de leur gorge qui sont distincts chez chacune d'elles.
Tes photos sont vraiment super, Fred. Chacune des îles de Polynésie française est un monde à part. Moorea et son relief accidenté offrent un saisissant contraste avec l'atoll de Rangiroa, situé à 400 km de distance. L'île à fleur d'eau incarne toute la magie du Pacifique Sud. Bordée de récifs coralliens, la mer omniprésente scintille de reflets turquoise. Le lagon bleu, site emblématique de l'île de Rangiroa, a lui aussi été classé réserve naturelle. Dans les palmiers nichent des oiseaux rares. Ce nodi bleu appartient à la famille des laridés. Et voici le nodi noir. Ici, on peut encore apercevoir le lori bleu de Tahiti. Mais ce petit perroquet à la robe bleu marine a depuis longtemps disparu des autres îles. Frédéric est en chemin pour le lagon bleu, accessible uniquement par bateau. Situé tout à l'ouest de l'atoll, ce site isolé sert de pouponnière aux bébés requins. Pour survivre, les jeunes requins doivent rester à l'abri des forts courants marins et des grands poissons carnassiers, présents dans le pourtour de l'atoll. Le lagon est difficile d'accès. Dans ces eaux peu profondes, les bébés requins grandissent en toute quiétude. Il y a peu d'endroits au monde où les animaux échappent encore à l'assaut des touristes et des chasseurs. Le lagon bleu de Rangiroa est l'un de ces derniers petits paradis. Par chance, aucun projet de construction d'hôtel ne s'est jamais concrétisé ici. Dans ces eaux cristallines, les jeunes requins citrons et requins à pointe noire grandissent à l'abri des prédateurs et de leurs congénères adultes. Le scientifique français Johan Mourier est spécialisé dans l'étude des requins. Il installe un filet pour pouvoir observer de plus près les jeunes requins. Frédéric n'a plus qu'à laisser tourner la caméra. À la naissance, les requins citrons mesurent environ 60 cm. Une fois adultes, ils peuvent atteindre une taille de 3,50 m. C'est une femelle. Tout à l'heure, il faudra que tu m'aides à la tenir. Regarde, on voit encore la cicatrice ombilicale. Elle est très jeune. Elle doit avoir 1 mois. William, tu peux la tenir? Fais attention à ta main. On va prélever un échantillon génétique. Je vais la mesurer. Elle mesure 69 cm. Maintenant, je vais prélever un échantillon génétique. Tu le fais ici, au niveau de la queue?
Elle a une sacrée gueule. Et un tout petit corps. Oh, he's okay. Attends, tu peux le refaire, enfin sans couper, mais juste... Un peu de... Je conserve l'échantillon dans de l'alcool pour les futures analyses génétiques. De cette façon, on pourra extraire l'ADN et le conserver. Ok, tu peux la relâcher. Ok. On y va, mon ami. Elle est superbe. C'est la grande, version miniature. Ce sont des animaux magnifiques. Ils ont des yeux incroyables. À présent, cap vers le large. Les requins citrons adultes ne sont visibles qu'à l'extérieur de la ceinture de corail. Accompagné de son ami William Windram, Frédéric seconde le scientifique français dans ses investigations. Un premier requin citron apparaît. La créature est impressionnante. Si les individus adultes ont une allure effrayante, aucune attaque mortelle n'a été recensée à ce jour. Leurs légendaires mâchoires sont constituées de plusieurs rangées de dents qui se renouvellent en permanence. Intrigués, d'autres espèces de requins s'approchent. Parmi elles, des requins gris de récif et des requins à pointe noire. Les requins citrons sont reconnaissables à leur seconde nageoire dorsale, plus grande chez eux que chez d'autres espèces. Les plongeurs sont chargés d'installer des émetteurs sur les squales. Les données recueillies permettront d'étendre les connaissances actuelles sur le comportement social des requins. Joanne Maurier espère que les apnéistes pourront s'approcher plus près que lui des animaux. Pour commencer, les plongeurs doivent habituer les requins à leur présence. Dans la nature, le requin citron n'a que très peu d'ennemis. Seules quelques espèces de requins ou bien des congénères à tendance cannibale peuvent représenter une menace pour lui. Il se nourrit principalement de poissons, de raies pastenagues, mais aussi de petits requins, y compris des plus jeunes de ses congénères. Il est aussi friand de crustacés, de poulpes et de calamars. S'approcher au plus près des animaux ne suffit pas. L'angle de tir doit être parfait si l'on veut planter l'émetteur juste à côté de la nageoire dorsale. Joanne s'assure que le récepteur fonctionne. Celui-ci enregistre chaque passage de requin muni d'un émetteur. Seul un requin qui nage calmement peut être marqué avec précision. Les animaux apeurés auront tendance à fuir, les plus agressifs iront même jusqu'à attaquer. La tâche n'est pas simple. Les squales ayant une peau particulièrement dure, le tir doit être effectué à très courte distance. L'émetteur est bien en place. Joanne photographie chaque étape du marquage. Frédéric a équipé son harpon d'un nouvel émetteur. Il a de la chance. Cette femelle de belle envergure est une cible idéale.
L'émetteur est solidement fixé. Au cours des prochaines années, les données enregistrées renseigneront les scientifiques sur les lieux fréquentés par les requins citrons autour de Rangiroa, s'ils privilégient certains recoins ou s'ils se déplacent tout autour de l'atoll. Johan remet à Frédéric un nouvel émetteur. La mission est terminée. C'est un succès. Dans un récif corallien, les passes jouent un rôle déterminant pour l'écosystème du récif. Traversées par de puissants courants marins, ces ouvertures dans la ceinture corallienne attirent une faune particulièrement abondante. On y trouve d'importantes colonies de requins gris de récif. Ici, la prudence est de mise. Les animaux surgissent de toutes parts. Les requins gris de récif sont curieux de nature, mais ils ne manifestent aucune hostilité à l'égard des hommes. Contrairement à d'autres espèces de requins, ils sont encore relativement répandus. Bien qu'encerclés par les squales, Frédéric et William restent calmes. Les plongeurs sont silencieux et font des gestes contrôlés. Les animaux en confiance se laissent approcher. Les requins gris de récif mesurent jusqu'à 2,50 m et peuvent nager à plus de 300 mètres de profondeur. S'ils sont des prédateurs, ces requins sont aussi des proies. Leur ennemi est le grand requin marteau, qui est aujourd'hui menacé d'extinction. Mais peut-être les plongeurs auront-ils une chance d'apercevoir cet animal rare. À l'entrée de la passe qui s'ouvre sur l'océan, vivent les plus grands des requins. Le requin citron, le requin tigre, le grand requin marteau et le requin pointe blanche. Ce dernier doit son nom aux pointes blanches qui ornent ses nageoires. Plus grand que le requin gris de récif, il chasse plus au large et à de plus grandes profondeurs autour du récif extérieur. Les deux plongeurs évitent autant que possible de lui tourner le dos. Tant que le contact visuel est maintenu et qu'il n'est pas en position de surprendre sa proie, le requin n'attaque pas. D'un tempérament curieux, cette espèce de requin est relativement facile à observer. Des carangues se trouvent généralement dans leur sillage. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à déterminer pourquoi. Il semblerait que les poissons argentés se nettoient en se frottant contre la peau rugueuse des requins. Peut-être font-ils aussi chasse commune.
Pour débusquer leur proie, ces chasseurs rusés sont prêts à prendre le temps qu'il faut. Aucune attaque de requin pointe blanche sur l'homme n'a été reportée à ce jour, mais les plongeurs captent visiblement l'attention des squales. Le grand requin marteau a récemment été aperçu au large des côtes de Rangiroa. Frédéric et William ne veulent pas manquer l'occasion d'observer cet animal rare. Leurs chances sont minces. Pour le voir, ils devront attendre que le requin vienne de lui-même à leur rencontre. La capacité du plongeur à rester sans aucun bruit plusieurs minutes sous l'eau est un facteur déterminant. Toujours pas de requin marteau en vue. En dépit de leur masse imposante, ces animaux solitaires sont particulièrement farouches. Frédéric a de la chance. Il aperçoit au loin un très beau spécimen. L'animal garde ses distances. Le plongeur doit rester patient et ne faire aucun geste qui puisse effaroucher le requin. Le grand requin marteau a une envergure impressionnante. Il peut faire jusqu'à 6 mètres de long. Ces imposants prédateurs sont des chasseurs méfiants. Après une brève apparition, ils battent aussitôt en retraite. Les suivre est impossible. Le grand requin marteau vit en pleine mer et parcourt de longues distances. Immobile, Frédéric attend. Peut-être l'animal va-t-il tenter une nouvelle approche? Ce requin se distingue des autres requins marteaux par une nageoire dorsale antérieure particulièrement développée en forme de faux. Parce qu'il est extrêmement difficile à observer, les scientifiques n'ont pas réussi à déterminer pourquoi la tête de ce requin ressemble à un marteau. Quels avantages cette forme assure-t-elle à l'animal? Un mystère difficile à élucider. Pour un plongeur, tomber sur ce prédateur dans l'immensité de l'océan est une chance inespérée. Les Polynésiens l'ont surnommé le roi des requins. Soudain, un autre spécimen tout aussi impressionnant fait son apparition. Le requin tigre. Cette espèce de requin doit son nom aux striures verticales présentes sur son corps. Les plus grands individus mesurent plus de 5 mètres de long. Lorsqu'on croise leur route, mieux vaut rester prudent. Si le requin marteau est méfiant, le requin tigre, lui, est d'un tempérament curieux et ne craint pas la compagnie des hommes. Non loin de là, une étrange silhouette se dessine. Le grand requin marteau est de retour. Certains scientifiques attribuent à sa physionomie particulière des propriétés aérodynamiques.
Sa tête plate et allongée pourrait lui assurer une meilleure stabilité, notamment lors des changements rapides de direction. Elle lui sert aussi, semble-t-il, d'arme de chasse. Certains individus ont été aperçus en train d'immobiliser des raies sur le sol avec leur tête avant de les dévorer. Autre hypothèse avancée, leur tête pourrait agir comme un capteur capable de percevoir les signaux électriques émis par leur proie. De même que ses yeux écartés lui offrent une vue panoramique sur son environnement, peut-être son museau allongé lui permet-il de sentir plusieurs odeurs simultanément. Il est temps pour Frédéric de remonter à la surface. Les descentes multipliées dans les profondeurs ont éprouvé le plongeur. Mais toutes les espèces de requins ne vivent pas dans les fonds marins. Frédéric croise la route d'un requin océanique. Comme son nom l'indique, ce requin ne s'approche que rarement des côtes. Il est facilement reconnaissable à ses imposantes nageoires de forme arrondie. Ces animaux solitaires sont l'une des rares espèces potentiellement dangereuses pour l'homme. Cependant, les individus adultes sont rares le long des côtes, majoritairement fréquentés par des requins juvéniles inoffensifs. Les requins océaniques sont généralement escortés de poissons pilotes. Selon toute vraisemblance, ces derniers les libèrent de leurs parasites cutanés et profitent des restes de leur repas. Mais la raison de leur présence aux côtés des requins n'a pas été clairement identifiée. Fakarava est le deuxième atoll de Polynésie française. En raison de la rareté de sa faune et de sa flore, l'île a été classée réserve de biosphère par l'UNESCO. Son statut particulier ne sert pas seulement à préserver le milieu naturel. Il doit aussi permettre aux habitants de l'atoll de vivre en harmonie avec leur environnement. À l'avenir, Fakarava devra pouvoir fournir à ses habitants toutes les ressources nécessaires à leur survie. Vu d'ici, la vie dans ce petit coin de paradis peut sembler idyllique. Et pourtant, les autochtones craignent pour l'avenir de leur île. L'augmentation du niveau de la mer due au réchauffement climatique pourrait bientôt la mettre en péril. Les archipels sont les vestiges d'anciens volcans. Ces derniers ont depuis longtemps disparu sous la surface océanique. Seule la ceinture de corail qui les entourait a subsisté et a servi à former de nouvelles îles. On le rencontre souvent dans les récifs coralliens des mers tropicales. Le requin à pointe noire. Il se déplace généralement en groupe, mais nul besoin de s'en inquiéter. Comme beaucoup de ses congénères, il est lui aussi de nature curieuse.
Souvent, on aperçoit sa nageoire dorsale colorée pointée à la surface de l'eau. Les rémoras, ses compagnons de route, s'accrochent à lui grâce à un système de ventouse. La découverte des récifs coralliens des mers du Sud est une expérience unique dans la vie d'un plongeur. On surnomme ces récifs les forêts tropicales des mers. Ces habitats hors du commun offrent l'une des biodiversités les plus riches au monde. Un récif est une véritable ville aquatique. Tandis que certains poissons se protègent en formant d'immenses bancs, d'autres plus petits trouvent refuge entre les coraux. Le soleil est un élément clé de la vie du récif. Les polypes qui forment les colonies de coraux vivent en symbiose avec des algues microscopiques. Ces algues utilisent la lumière du soleil pour créer de l'énergie et fournir un apport nutritif aux coraux. C'est pourquoi les récifs poussent vers la lumière du soleil et ne se développent qu'à de faibles profondeurs dans des eaux translucides. Les récifs coralliens forment des écosystèmes extrêmement complexes. La quantité de coraux présents dans les récifs peut sembler proportionnellement peu élevée. Elle suffit pourtant à assurer la subsistance d'une faune extrêmement diversifiée. Aussi beaux soient-ils, les récifs abritent d'innombrables prédateurs qui se livrent en permanence une lutte impitoyable pour leur survie. Lorsqu'elles sont en quête de nourriture, certaines espèces n'hésitent pas à faire le grand ménage dans le récif. Ce baliste à marge jaune cherche son prochain repas entre des coraux durs. Quand la faim les tiraille, les labres des fonds sableux, eux non plus, ne ménagent pas leur peine. Le poisson Napoléon fait figure de géant parmi les habitants du récif. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long et peser près de 200 kg. Surnommé le bison des récifs, l'animal impressionne par sa robustesse. Il est l'un des plus élégants du récif, le poisson perroquet. Son nom vient de son bec crochu rappelant celui d'un perroquet. Il s'en sert pour racler les algues présentes sur les coraux. Après avoir avalé le mélange de coraux et d'algues, il les rejette essentiellement sous forme de sable corallien. L'animal produit à lui seul l'essentiel du sable présent dans le récif. Si l'apnéiste se fait discret, c'est aussi pour mieux entendre les bruits qui l'entourent. Loin d'être silencieux, l'univers marin foisonne de surprenantes sonorités. Séance de lavage de bouche pour ce poisson ballon. Dans le récif, chacun apporte un soin tout particulier à sa toilette. Une tortue imbriquée. Menacée d'extinction, celle-ci se fait rare dans les eaux du globe.
Elle ne semble pas effarouchée par le plongeur. La tortue cherche des éponges nichées sous les coraux. Au cours de ses recherches, elle déloge des petits crustacés. Une aubaine pour ce poisson-ange qui n'a plus qu'à se servir. Pour échapper à ses prédateurs, ce poisson-trompette a imaginé une étonnante technique de camouflage. Partout dans le monde, l'augmentation de la température de l'eau due au réchauffement climatique fait peser sur les récifs coralliens une lourde menace. Celle-ci est responsable du blanchissement des coraux. Ce phénomène de dépérissement peut conduire à la mort du corail sur de vastes surfaces. L'extinction des récifs aurait de graves conséquences, une diminution de la biodiversité et la disparition d'écosystèmes entiers. L'écosystème complexe de Fakarava est encore intact. Dans ces eaux peu profondes, Frédéric rencontre une raie pastenague escortée d'un poisson trompette. Très dangereuse, cette cousine du requin est armée d'un aiguillon venimeux sur sa queue. D'autres raies séjournent plus volontiers dans les profondeurs. Les raies manta. Elles sont les plus grandes de leur espèce. Leur taille peut varier de 5 à 9 mètres. Ces raies géantes sont inoffensives. Celles-ci s'apprêtent à passer à table. Elles ont trouvé leur mets favori, un banc de plancton. De toutes parts, d'innombrables formes et couleurs s'offrent à l'objectif du photographe. Frédéric reçoit la visite surprise de dauphins. Les cétacés sont joueurs et curieux. Les dauphins sont des apnéistes confirmés. Ils sont capables de retenir leur respiration pendant 15 minutes. De nature curieuse, ils sont peu farouches. Les dauphins de Rangiroa vivent depuis longtemps aux côtés des hommes. Le tempérament joueur et grégaire des dauphins a toujours fasciné les hommes. Ce sont des animaux très sociables, contrairement à certaines espèces de requins qui n'hésitent pas à dévorer leurs congénères. Ces chasseurs aguerris ne consacrent pas leur journée entière à chercher de la nourriture. Les dauphins aiment aussi jouer et s'amuser.
Libres et débordants de vie, ils incarnent pour beaucoup l'image d'une société idéale. Ce sont eux qui mènent la danse. Quand ils en ont assez de la compagnie des hommes, ils disparaissent dans les profondeurs de l'océan. Au large, nous croisons un banc de barracudas. Comme les requins, ils ont la réputation d'être dangereux pour l'homme, mais très peu d'attaques ont été dénombrées à ce jour. Selon l'espèce, ils peuvent mesurer de 23 cm jusqu'à 2 mètres de long. Les jeunes barracudas vivent en bande. De leur côté, les individus adultes font généralement cavalier seuls. Avec ses innombrables refuges, le récif offre à chacun de ses pensionnaires un habitat adapté. Contrairement à d'autres espèces de requins, le requin corail est capable de rester paisiblement au fond de l'eau. Il pratique une respiration active en pompant l'eau par ses fentes branchiales. D'autres espèces ont besoin de se déplacer pour absorber une quantité d'eau suffisante. Un labre nettoyeur astique les branchies du requin. Frédéric est aux premières loges pour filmer la scène. L'apnéiste achève sa dernière plongée en Polynésie française. Une autre aventure palpitante l'attend. Perdue au milieu de l'océan Pacifique, l'île de Guadeloupe est située à 250 km des côtes mexicaines. Au pied de ces falaises abruptes, les fonds marins s'enfoncent jusqu'à 1,5 km de profondeur. Par beau temps, on atteint l'île en une demi-journée de bateau depuis les côtes du Mexique. Pour cette dernière étape du voyage, l'équipe est rejointe par le monégasque Pierre Frolat. L'ancien champion du monde de plongée en apnée a lui aussi multiplié les records. L'équipe jette l'ancre dans une baie abritée au nord de l'île. C'est ici que travaille Mauricio Hoyos. Le biologiste marin est un spécialiste du grand requin blanc. Il attend l'arrivée des plongeurs avec impatience. Chaque année, le chercheur passe 5 mois dans l'île. Salut Frédéric, ça va? Bien, et toi? Le voyage s'est bien passé? Oui. Les conditions étaient bonnes, la mer était calme, c'était parfait.
Content de te voir. Un défi de taille attend les plongeurs. Mauricio explique qu'un énorme requin blanc a été aperçu dans les environs. J'ai vu les photos qui ont été prises de lui, il est vraiment énorme. Pour la première fois, des hommes vont tenter de plonger aux côtés du géant de Guadalupe. Les plongeurs n'utiliseront pas de cage de sécurité. Ils auront pour seule protection leur expérience et la maîtrise de soi. Mauricio Hoyos n'a lui non plus aucune idée de ce qui attend les plongeurs. Christian Pétron prépare sa caméra. Quand on plonge, il faut retenir sa respiration. Si on laisse échapper des bulles, le requin s'enfuit. On a fait une plongée hier et le requin était tout proche de nous. Mais il a entendu le bruit des bulles et il s'est enfui. On a voulu le photographier, mais on n'a pas réussi. Avec la plongée en apnée, on n'a pas ce problème. Les plongeurs ne font pas de bruit et le requin ne se sent pas menacé. Les plongeurs nagent à 3 pour avoir une vue à 360 degrés et ne pas être surpris par un requin. Mais aucun d'entre eux ne semble rôder dans les parages. Se cache-t-il dans les profondeurs ? Pierre Frolla essaie d'attirer les squales avec des bruits. Soudain, une silhouette apparaît au fond de l'eau. Le requin a-t-il remarqué la présence des plongeurs? Il se tient à distance. William tente une approche. Comment l'animal va-t-il réagir? Le requin se détourne et disparaît dans le grand bleu. Les plongeurs font de nouvelles tentatives, mais le prédateur garde ses distances. C'est lui qui fixe les règles. Les plongeurs doivent redoubler de prudence. Une seule morsure de l'animal pourrait leur être fatale. Le requin ne montre aucun signe d'agressivité et ne semble pas apeuré. Pour autant, il ne se laisse pas approcher à moins de quelques mètres. Contre toute attente, le requin blanc se révèle farouche. L'eau et le vent ont creusé des marques profondes dans les paysages de Guadalupe. Malgré son apparence inhospitalière, cette île à l'écart du monde est un havre de paix pour de nombreux animaux. Des éléphants de mer du Nord se prélassent sur le rivage. Chassée pendant plusieurs décennies par l'homme, l'espèce était au bord de l'extinction au début du XXe siècle. La dernière colonie survivante était celle de Guadalupe.
Leur graisse, que l'on faisait fondre pour obtenir de l'huile, était particulièrement prisée. L'éléphant de mer est le plus grand des phoques. Malgré son allure pataude sur la terre ferme, il est un chasseur agile en mer. Il se nourrit de poissons et de seiches qu'il traque jusqu'à 600 mètres de profondeur. Mais ces grands prédateurs sont aussi des proies. Celui-ci a réchappé de justesse à une attaque. Les traces de sang indiquent l'endroit où l'animal s'est échoué. Mais il survivra. Leur vulnérabilité apparente est trompeuse. Les mâles peuvent mesurer plus de 4 mètres de long et peser jusqu'à 2,5 tonnes. Ils sont loin d'être des proies faciles pour les requins. Leur épaisse couche de graisse les protège du froid et de la faim, mais aussi de leurs dents acérées. D'autres animaux rares se sont exilés dans l'île, les otaries de Guadeloupe. L'espèce très protégée a frôlé l'extinction. Chassés pour leur fourrure, les otaries ont trouvé refuge ici, sur les côtes abruptes de l'île. Mais c'est dans l'eau que les habitants de Guadeloupe sont véritablement chez eux. Aujourd'hui, ils reçoivent la visite d'étranges créatures palmées. Réfugiés à l'abri des falaises, les éléphants de mer font bon accueil à leurs visiteurs. Les derniers chiffres sont encourageants. Les colonies d'éléphants de mer sont aujourd'hui en constante augmentation et l'espèce n'est plus considérée comme gravement menacée. Toutefois, la diversité génétique des populations s'est considérablement réduite. Les otaries de Guadeloupe sont des chasseuses agiles et rapides comme l'éclair. Les plongeurs sont les premiers hommes qu'elles voient de près. Seraient-ils de lointains cousins? Visiblement en confiance, elles s'amusent devant la caméra en arborant leur talent d'acrobate. Dotées de très grands yeux, elles ont une excellente vue sous l'eau. Leur corps fuselé est parfaitement adapté au milieu aquatique. Même à contre-courant, elles sont des nageuses et des apnéistes hors pair. L'île de Guadeloupe est aujourd'hui classée réserve naturelle. Grâce aux lois très strictes qui les protègent, les colonies d'otaries ont lentement pu se reconstituer. Pourtant, il est encore un prédateur dont les otaries et les éléphants de mer doivent se méfier, le requin blanc.
le redoutable chasseur sillonne lui aussi les eaux côtières. C'est dans cette zone qu'il est le plus souvent visible. Pour l'apercevoir, les plongeurs devront s'armer de patience. Pour augmenter leur chance, Pierre recourt à une astuce. Il claque ses mains sur l'eau pour aiguiser la curiosité des animaux. Un geste qu'habituellement les autres nageurs se gardent bien de faire en présence de requins. Les squales vont-ils répondre à son appel? Il semblerait que oui. L'un d'eux arrive, escorté d'une otarie manifestement tout à son aise. Les trois plongeurs décident de partir à sa rencontre. Mais cette fois, un seul d'entre eux s'approche de l'imposant animal. La tactique semble payer. Le géant ne montre aucun signe d'agressivité et se laisse enfin approcher. Les requins se sont visiblement habitués à la présence des plongeurs et se montrent de plus en plus curieux. Il faut rester vigilant car un autre requin peut à tout moment surgir par surprise. William, derrière toi! Le plongeur s'en tire avec une belle frousse. Bien que curieux, les requins sont des animaux prudents. Ils n'attaquent jamais sans savoir à qui ils ont affaire. Un regard bienveillant et une attitude calme sont les clés pour profiter pleinement du spectacle. Les squales s'approchent puis se détournent au dernier moment. Il est important de maintenir un contact visuel avec l'animal. Un requin attaque toujours par surprise. Tant qu'il se sent observé, il reste tranquille. La plongée est un succès. Les apnéistes n'ont jamais été aussi près des impressionnantes créatures qui se laissent photographier sous tous les angles.
Longtemps, on a cru que ces carnassiers passaient presque leur vie à proximité des côtes pour y chasser les otaries et les phoques. Des émetteurs fixés sur les animaux ont cependant révélé qu'ils parcourent des milliers de kilomètres à travers les océans. En pleine mer, les requins nagent entre 300 mètres et 500 mètres de profondeur, ou bien directement à la surface, où on a encore une chance de les apercevoir. Mais aujourd'hui encore, leur vie au large est entourée de mystères. C'était génial. Les plongeurs s'accordent une pause. Ils ont hâte de découvrir les images du jour. Lorsque les requins arrivent par en dessous, on ne les voit pas tout de suite. Ils s'approchent très près et une fois qu'ils sont à 50 ou 60 cm, ils ne s'arrêtent pas. Ils bifurquent. C'est très beau à voir. Mauricio Hoyos prépare des récepteurs. Il en a déjà installé dans 3 baies fréquentées par des otaries et des phoques. Les appareils enregistrent en continu le passage des requins équipés d'un émetteur. Le biologiste veut déterminer si la chasse aux phoques est principalement pratiquée par les femelles requins qui attendent des petits. La graisse des mammifères constitue un précieux apport nutritif pour les futures mères. Mais pour cela, il faut d'abord fixer les émetteurs sur les requins. Les plongeurs s'en chargent. D'une dizaine de centimètres, les émetteurs sont fixés à l'aide d'un crochet près de la nageoire dorsale. Frédéric, William et Pierre préparent soigneusement la cordelette qui relie l'émetteur au crochet. Les émetteurs coûtent cher, mieux vaut ne pas les perdre. Sans quoi, c'est tout le projet scientifique qui est menacé. Pour pénétrer dans le cuir extrêmement dur des requins, le crochet est lancé à l'aide d'un harpon. C'est la dernière plongée de l'expédition, mais aussi la plus périlleuse. Comme à chaque fois, les plongeurs doivent d'abord habituer les requins à leur présence. Puis, ils sélectionnent celui sur lequel ils tenteront de fixer un émetteur. Avant la première tentative, William prend une photo du requin. Tout se passe comme prévu. Pierre trouve l'angle de tir idéal. Mais il hésite, puis laisse finalement filer l'animal. Frédéric remonte à la surface pour expliquer la situation à Mauricio Hoyos. On a vu un requin avec un truc qui ressemble à un émetteur, mais ce n'en est pas un, je crois. Est-ce qu'il y a des parasites dessus? Oui. Dans ce cas, c'est probablement le reliquat d'un ancien émetteur. Tu veux qu'on le marque? Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'un émetteur acoustique? On n'est pas tout à fait sûr, mais on pense que non. Dans ce cas, allez-y. Les plongeurs font une seconde tentative. Mais avant de tirer, Pierre se rend compte que William est juste devant le requin. Si le tir rend l'animal agressif, il risque de s'attaquer aux plongeurs. Une fois encore, Pierre doit laisser partir l'animal. Un chasseur expérimenté sait être patient. Le requin semble méfiant. Ressent-il l'hésitation des plongeurs? Se sent-il menacé par les harpons? Pierre se lance. Il atteint sa cible. Malheureusement, le crochet n'a pas tenu. L'émetteur accroché à la cordelette tombe dans les profondeurs et le requin disparaît. William aperçoit un autre spécimen et se prépare à tirer. Alors que Pierre récupère l'émetteur et le remonte à la surface, William réussit à atteindre le requin. L'angle de tir n'est pas optimal et la cordelette reste accrochée.
Le requin devient nerveux. Enfin, elle se détache. L'animal peut s'enfuir. Lorsqu'il devient nerveux et agressif, un requin est imprévisible. L'aventure aurait pu mal tourner. Heureusement, l'émetteur est solidement accroché sur le dos du requin. Les plongeurs poursuivent le marquage. Ils atteignent du premier coup 2 grandes femelles. Tu as réussi à marquer la grande femelle? Oui, la plus grande des deux. Génial. C'est une femelle, n'est-ce pas? Oui, une énorme femelle. Super. Vous l'avez prise en photo avec l'émetteur? Will a fait une vidéo et nous, on va prendre des photos. Cette fois, l'angle de tir était parfait. L'émetteur s'est détaché sans problème de la cordelette. Les plongeurs ont rempli leur mission avec brio. Mauricio est ravi. Ces femelles se nourrissent de phoques et d'otaries. Je les ai déjà vues faire. À présent, on va pouvoir enregistrer leurs déplacements grâce au récepteur que j'ai posé il y a quelques jours. L'expédition est un succès. Jamais des plongeurs n'avaient approché d'aussi près le grand requin blanc. Notre voyage dans les profondeurs marines touche à sa fin. Nous voulons montrer aux gens que les requins blancs n'ont rien d'agressif. Dans les films, on les montre toujours la gueule ouverte, fonçant droit sur la caméra. Mais lorsqu'ils font ça, c'est parce qu'on essaie de les attirer avec du sang ou un appât. Parfois, l'appât est même directement posé sur la caméra ou sur la cage pour avoir des images encore plus spectaculaires. Mais quand on ne tente pas de les appâter, les requins sont juste curieux. Ils viennent voir à qui ils ont affaire, restent 15-20 minutes, puis repartent. Mais ils n'ouvrent jamais la gueule. La seule fois où j'ai été inquiet, c'est quand William était en train d'en marquer un. Je me suis dit, mon Dieu, il va se faire mordre. Mais heureusement, le requin est reparti. C'est la seule fois où j'ai été inquiet. Sinon, les requins sont des animaux plutôt farouches. Les hommes doivent protéger les animaux marins. Nous, les plongeurs en apnée, nous voulons montrer que les requins ne sont pas dangereux. Ils sont juste curieux. Et dans l'eau, ils sont dans leur élément, ils sont chez eux. Nous devons respecter ça. Nous sommes juste de passage.